Cette semaine au Balado, un épisode complet sur une entreprise peu connue au Québec, Palantir, où j'aurai la chance également de m'entretenir avec Étienne Breton sur les tenants et aboutissants et implications de cette entreprise de plus en plus populaire en Occident. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au Libre Podcast, votre balado hebdomadaire entièrement consacré à l'analyse de l'actualité de la semaine, Libre Média et bien plus. Cette semaine, j'ai la joie de m'entretenir avec Étienne Breton. Étienne Breton est un investisseur autonome au Québec et qui est très présent sur les réseaux sociaux, notamment X, où il offre des nouvelles au jour le jour sur une entreprise peu connue au Québec, comme je le disais, mais très importante et de plus en plus influente un peu partout dans notre monde. Et bon, Étienne Breton est justement, il suit l'actualité de cette entreprise qui s'appelle Palantir et j'ai pensé que ça valait la peine de s'attarder en ce vendredi saint sur la question de cette entreprise. Donc, pourquoi est-ce que Palantir, selon moi, est importante pour, à tout le moins pour connaître les tenants et aboutissants? Bien, c'est parce qu'elle est de plus en plus adoptée, notamment par le gouvernement américain, mais elle est adoptée aussi par les gouvernements anglais, notamment les services militaires, et elle offre plusieurs possibilités d'adoption, que ce soit dans le secteur privé ou public. Alors, quels sont les différents avantages de cette entreprise? Bien, d'abord, commençons par le mot lui-même, Palantir. Palantir, c'est, pour ceux qui connaissent le Seigneur des Anneaux, c'est Saruman, le magicien, a dans ses mains une boule, une boule de cristal dans laquelle il peut lire l'avenir, connaître les événements, un peu savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, cette boule de cristal, Palantir a pris son nom. Elle se nomme Palantir dans le Seigneur des Anneaux. Et donc, l'entreprise a décidé d'adopter ce nom. Pourquoi? Parce que justement, elle offre des solutions liées à l'environnement de l'intelligence artificielle qui permettent aux entreprises et au gouvernement de, disons, connaître davantage disons, ce qui se passe sur le terrain et offrir, d'une certaine façon, des conseils aux entreprises qui l'adoptent. Alors, cette entreprise est née en 2003 et bon, elle est née de la rencontre et de deux visionnaires, Alex Karp et un autre beaucoup plus connu, Peter Thiel. Peter Thiel qui a fondé avec Alex Karp Palantir, mais qui est également une personnalité importante et influente de la Silicon Valley pour à différentes étapes, mais notamment pour avoir créé avec Elon Musk le logiciel PayPal, cette plateforme qui est encore disponible aujourd'hui et qui a été un investisseur un des premiers investisseurs dans Facebook. Et donc, il a de ses succès, il a pu fonder des fonds en capital de risque qui lui permettent d'investir dans différentes technologies et start-up, comme on dit, notamment Palantir. Et donc, aujourd'hui, presque 20 ans plus tard, on a accès à le produit, disons, le plus avancé de Palantir, qui se déploie en plusieurs logiciels, notamment, on parle de Foundry, on parle de Gotham et tout ça, et donc c'est des solutions. Et finalement, ce sont des plateformes qui permettent au gouvernement d'assimiler, d'ingérer, de décrypter et de conseiller à partir de données, des data, comme on dit. Et donc, ces données-là, ils passent à travers les logiciels de Palantir et finalement sont en mesure de conseiller les organisations sur les meilleures, décisions à prendre pour atteindre les objectifs de chaque entreprise. Et donc, cette compagnie a commencé, comme je l'ai dit, il y a presque plus de 23 ans aujourd'hui, et elle devient de plus en plus populaire, comme je le disais dans l'introduction, puisqu'elle a été adoptée récemment par de nombreuses entreprises, mais également par des gouvernements, notamment le gouvernement américain. Les différentes, on pourrait dire, implications avec le gouvernement américain ne datent pas de cette administration présente, mais elle a, disons, atteint une vitesse supérieure depuis l'élection de Donald Trump jusqu'à, il y a 2 semaines, avoir été adoptée par le Pentagone comme étant la plateforme de base sur laquelle l'ensemble des sous-contractants et tout ça devront
devront utiliser Palantir finalement pour pouvoir être intégrés au gouvernement américain dans sa dimension militaire avec le Pentagone. Donc, pourquoi est-ce que je pensais qu'il était important d'offrir une perspective sur cette entreprise peu connue au Québec, comme je le disais, c'est que l'entreprise et ses différents acteurs nous montrent où s'en va le monde aujourd'hui, notamment avec l'adoption de l'intelligence artificielle par les différentes organisations. Et cela n'est pas simplement disons, une démarche technique ou mécanique, elle a aussi un revers philosophique, puisque Alex Karp a notamment publié un livre intitulé The Technological Republic, Hard Power, Soft Belief and the Future of the West, dans lequel il présente un peu sa vision de la Silicon Valley et des différentes, disons, éléments idéologiques auxquels devraient se conformer les différentes entreprises de la Silicon Valley. Pour donner un petit contexte, la Silicon Valley a été est vue par Alex Karp pour avoir eu des applications spécialement et prioritairement dans le domaine de la consommation. On comprend que le domaine de la consommation est important, puisque c'est la meilleure façon de monétiser un peu l'ensemble des solutions qui sont créées dans la Silicon Valley au niveau de l'informatique. Mais ils ont eu une tendance à justement se soumettre soit au gouvernement, notamment, on se rappelle Facebook durant la COVID, qui s'était soumis aux injonctions de l'administration Biden et qui avait fait scandale et même qui avait eu des rétractations par la suite. Mark Zuckerberg avait pratiquement demandé pardon au micro de Joe Rogan il y a quelques années. Et finalement, on s'est rendu compte que la Silicon Valley avait un biais, on pourrait dire, globaliste ou internationaliste, et qu'il n'avait que peu d'intérêt pour le patriotisme si ce n'était que la capacité de vendre des produits aux États-Unis, qui est le plus grand marché mondial. Donc, pour Alex Karp, le PDG de Palantir, cette vision des choses fait problème puisque la Silicon Valley n'est pas totalement désincarnée. Elle produit des technologies, mais qui doivent, selon lui, être au service de l'Occident et de ses intérêts. Pour lui, l'exceptionnalisme américain et la civilisation occidentale est importante et même supérieure au niveau militaire, technologique et du pouvoir. Bon, c'est un état de fait, à savoir si ça doit être le futur ou pas. Lui, il présente les différentes conséquences que la mise au second plan de l'Occident pourrait avoir sur notre monde et pour lui, c'est une mauvaise chose. Et donc, puisqu'il veut et il voit aujourd'hui que la possibilité d'un monde multipolaire aujourd'hui entraînerait éventuellement beaucoup plus de problèmes au niveau géopolitique, il est une bonne chose à ses yeux que l'Occident garde, disons, la supériorité au niveau de militaire et au niveau des technologies. Donc, c'est un peu dans cet univers-là qu'évolue Palantir. On voit les intérêts et les atomes crochus qu'il peut avoir avec l'administration américaine actuelle, mais on peut difficilement penser qu'une administration éventuellement démocrate soit contre les intérêts américains. Donc, on voit comment cette entreprise est vouée à disons, un brillant succès dans ses relations avec les différents gouvernements. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous et qu'est-ce que ça présente comme changement? C'est que non seulement il y a un changement aujourd'hui dans la perception que l'Occident doit avoir dans ses différentes relations avec le monde, disons, non occidental, mais également comment cette philosophie est en train d'intégrer les différents paliers, disons, du monde de la Silicon Valley et des différentes compagnies. Donc, on passe d'une posture des compagnies qui sont neutres ou prioritairement neutres à des compagnies qui décident d'avoir un parti pris pour les pays où ils ont leurs sièges sociaux, oui, mais également auxquels s'identifient les différents acteurs, notamment les fondateurs. Donc, ça, c'est important. Je vous invite à aller voir ce livre d'Alex Karp. La deuxième raison, c'est justement l'importance que peut avoir l'entreprise Palantir comme telle dans les différentes les différentes tractations géopolitiques, mais également les tractations, disons, internes à la politique interne d'un pays. Et
quelles sont les différentes solutions que peut offrir Palantir pour aider à solutionner beaucoup de problèmes que nous pouvons avoir, notamment au Québec. Donc, l'entreprise Palantir, c'est justement l'application ou un système de traitement de données qui permet de prendre des décisions d'une manière extrêmement efficace, presque à la seconde près, en temps réel, dans des opérations extrêmement complexes. Et donc, ils ont fait disons, leur marque de commerce par le militaire, puisque c'est un des moments où est-ce qu'on a les champs de bataille, entre guillemets, sont les lieux où il y a de plus en plus, où peut y avoir le plus de données disponibles et où la décision en temps réel et la plus rapidement possible est un facteur qui permet de distinguer le gagnant du perdant, finalement. Donc, ils ont fait leur marque, justement, en montrant comment, au niveau militaire, ils étaient les plus efficaces. On leur donne en particulier certains trophées, entre guillemets, et non confirmés, mais on pourrait dire que c'est une rumeur qui perdure. La capture de Ben Laden aurait été possible justement grâce à leurs logiciels qui ont permis d'identifier le lieu où il se trouvait. Et on peut penser aussi à la graine en Ukraine, plus près de nous dans l'histoire, disons ça comme ça, où on voit comment Palantir a permis, disons, à une force inférieure, c'est-à-dire l'Ukraine, d'être capable de se défendre contre un agresseur, en l'occurrence la Russie qui était dans ses forces militaires beaucoup plus puissante que l'Ukraine, mais grâce à des logiciels et à une technologie supérieure que, auquel participait Palantir, a permis à ce petit pays de se défendre contre Goliath, finalement. Donc, on voit dans différentes étapes l'intégration de Palantir et comment ils ont pu convaincre beaucoup de gens de la nécessité d'adopter leur solution. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut penser à d'autres entreprises. On peut penser même à Ferrari qui a fait une infopub avec Palantir où est-ce qu'il montrait comment le traitement des données de Ferrari en temps réel dans une course de F1 permettait d'améliorer les performances. Donc, on peut voir à quel point cette révolution qui a lieu dans le management des grandes entreprises et aussi des gouvernements permet aux entreprises qui l'utilisent d'avoir un avantage concurrentiel contre leurs concurrents. Donc, ce qu'on peut voir, c'est justement comment est-ce que nous pouvons, nous comme Québécois, nous établir d'une certaine façon, nous positionner par rapport à ce genre de technologies qui vont d'une certaine façon être de plus en plus importantes et qui vont laisser de côté finalement les organisations qui ne seront pas capables d'adopter ce genre de technologie. Bon, au Québec, on le sait, on a une société d'État, on a un État-providence extrêmement puissant, extrêmement gros, qui prétend être capable de gérer énormément disons, de réalités collectives, qu'on pense à la SAQ, qu'on pense à Hydro-Québec, qu'on pense au système de santé, au système d'éducation et tout ça. Et l'ensemble de ces organisations-là prétendent à tout le moins rendre des services, mais depuis quelques années, on voit comment disons, ces organismes d'État sont de moins en moins efficaces dans leur gestion interne. Sans compte, et là, je ne parle même pas des différents épisodes d'incompétence crasse comme ça clique ou même de corruption lorsqu'on pense au domaine de la construction, des différents procès qu'il y a eu à ce niveau-là. Et donc, peut-être que l'acceptation et l'intégration de logiciels ou de solutions comme Palantir, et là, je mets une parenthèse, je ne suis pas du tout financé par Palantir. Je ne fais qu'émettre, disons, un diagnostic que j'ai fait depuis les années que je surveille, que je regarde cette compagnie en particulier. Mais ce que je me rends compte, c'est que les gouvernements liés occidentaux sont de plus en plus impliqués et intéressés à, disons, accepter et à intégrer les solutions de management que propose, disons, l'entreprise Palantir. Donc, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire au Québec? Bien, ça pourrait vouloir dire qu'une société comme Hydro-Québec, et même, mais on peut penser à tout, les offres des solutions au niveau de la police, au niveau, à différents niveaux, pourrait permettre une gestion beaucoup plus efficace, une réduction de la force de la bureaucratie et de rendre c'est justement
un plus grand contact avec le réel. Parce qu'on le sait, le problème notamment de certaines sociétés d'État, c'est leur incapacité à regarder le réel puisqu'elles ont trop de variables qui l'empêchent de se mouvoir de manière efficace, notamment bon, les conventions collectives et tout ça. Mais on se rend compte à quel point une solution comme Palantir pourrait surpasser ces blocages idéologiques puisque, entre guillemets, la machine n'a pas de conscience historique. Elle ne propose que des solutions qui sont efficaces dans les domaines dans lesquels on intègre les différentes solutions de logiciels Palantir. Donc, ça pourrait permettre d'une certaine façon aux différentes organisations, notamment les hôpitaux. On le sait, plusieurs hôpitaux aux États-Unis utilisent Palantir et ça leur permet de réduire les coûts d'une manière assez importante, ce qui leur permet éventuellement de donner de meilleurs soins, de croître de manière encore plus importante et finalement d'offrir le soin à ceux qui en ont besoin. Est-ce que les solutions offertes par Palantir ou des entreprises, on parle de Palantir puisqu'elle est la seule. Elle a pratiquement un monopole, donc elle est la seule à pouvoir offrir ce type de solution. Mais est-ce que l'adoption ou en projet pilote de Palantir dans une ou l'autre de ces sociétés d'État-là, peut-être commencer par ce qui est plus ou moins en contact avec l'humain, c'est-à-dire la SAQ, peut-être que ça pourrait être un projet pilote qui pourrait porter du fruit et éventuellement, disons, inscrire le Québec dans une deuxième phase euh, de son histoire, de sa modernisation. Donc, avant peut-être de penser à une réduction de l'État en laissant les choses, les réalités vides, ce qui pourrait avoir des effets pervers, il serait possible peut-être de faire en sorte que l'État garde ses missions actuelles, mais en intégrant un logiciel comme Palantir permettrait d'avoir tous les bons aspects de cette débureaucratisation-là. Comme le disait Mathieu Bocoté, nous sommes éventuellement appelés à une nouvelle révolution tranquille. De mon côté, je dirais qu'une première révolution tranquille. Vous savez que j'ai écrit un livre qui dit qu'il n'y a pas eu, il n'y a jamais eu de véritable révolution tranquille au Québec. Nous sommes toujours sous l'égide d'un gouvernement clérical et que finalement on est toujours en présence de cette Église sécularisée que nous avons prétendu avoir quittée en 1960. Mais de ceci dit, je pense que s'il doit y avoir une nouvelle révolution tranquille et qu'elle doit être, comme le dit Mathieu Bocoté, de droite, l'adoption par différentes sociétés d'État au Québec des logiciels et de solutions tels que ceux offerts par Palantir pourrait être une voie qui permettrait au gouvernement du Québec de se moderniser, d'être efficace et finalement de freiner un peu le déclin et la décadence auquel nous assistons. Alors, maintenant que cette introduction et un peu cette perspective est donnée, je vous présente l'entrevue que j'ai pu réaliser, comme je vous le disais, avec Étienne Breton. Étienne Breton qui s'est fait connaître sur les réseaux sociaux, notamment pour être un grand fan de l'action boursière de Palantir, qui a eu des grands succès dans les années qui nous ont précédés. Mais je tiens également à dire que ce balado n'est pas une infopub pour Palantir et n'est certainement pas une recommandation d'achat de l'action. Et avant de passer justement à cette entrevue, j'aimerais finalement attirer votre attention sur une conférence qui aura lieu à Québec, à la scène Le Bourgneuf, où participeront notamment François Fournier, collaborateur au Libre Podcast que vous connaissez bien sous le nom de Frank le Dédomiseur, Joey Aubé, podcasteur et cofondateur du mouvement Génération Ambition, GG et Science, les deux co-hosts du podcast Le Bunker et qui sont liés à Bull Bitcoin et qui sont des grands ardents défenseurs et promoteurs du Bitcoin. Et finalement, Jérôme Blanchet-Gravel qui aura la joie de vous accueillir comme présentateur de cette conférence, comme je l'ai dit, qui aura lieu à la scène Le Bourgneuf le mercredi 29 avril à 19h. Vous pouvez vous procurer les billets sur le site web de Libre Média ou libre-media.com pour la modique somme de 28 $ et vraiment une belle conférence qui aura lieu sur place et je serai également sur place. Alors, ça sera une joie de vous rencontrer. Dans la deuxième partie de ce balado, j'ai la joie d'être en compagnie de Étienne Breton. Étienne, bonjour.
Salut. Étienne Breton, bon, vous êtes québécois, mais on vous reçoit principalement puisque vous êtes un commentateur et on lit sur votre compte X un investisseur des tout débuts d'une compagnie qui a attiré l'attention beaucoup des médias internationaux, un peu moins au Québec, là, donc on va peut-être être dans les premiers à en parler pour bien informer les Québécois sur cette compagnie dont le nom est Palantir. Palantir, peut-être, Étienne Breton, bon, vous commentez l'ensemble des nouvelles qui, presque à la seconde, là, parce que c'est vraiment, il y a un bouillonnement de ce côté-là, de cette industrie liée au, on ne sait pas trop, ben justement, peut-être que vous allez pouvoir nous expliquer un peu comment catégoriser cette compagnie. Qu'est-ce que c'est que Palantir? Peut-être nous expliquer aussi le mot Palantir, ça vient du Seigneur des Anneaux, nous expliquer un peu le lien entre les deux. Mais d'abord, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que fait cette compagnie? Ben, je peux peut-être dire comment que ça a commencé. Donc, Peter Thiel, qui est, c'est le fondateur, en fin de compte, au début, lui il était partenaire avec Elon Musk dans PayPal. Puis, il a fait de l'argent en vendant des actions de PayPal. Et puis, en 2001, après le 11 septembre 2001, il a eu l'idée de prendre la technologie ou l'idée, qu'est-ce qu'il utilisait dans PayPal. Donc, euh, en fait, compte, dans PayPal, ce qu'il faisait, c'est le logiciel qu'il avait, c'est qu'il trouvait les irrégularités dans les données pour être capable de trouver des fraudeurs. Donc, ça a aidé PayPal de sauver beaucoup d'argent. Puis, il s'est dit, avec ça, ben, pourquoi qu'on ne trouverait pas des criminels? Donc, le premier client de Palantir, ça a été la CIA. Fait que je ne sais pas comment ils ont fait pour. C'est sûr qu'il y a eu du lobbying parce que pour rentrer, pour être capable d'avoir comme premier client la CIA, c'est assez exceptionnel. Et puis, donc la CIA les a financés pendant des années. Et puis, ensuite de ça, ensuite de ça, ben, ils ont rentré dans le militaire. Mais pour rentrer dans le militaire, ben, ils ont poursuivi le gouvernement américain. Puis ils ont gagné. L'affaire, c'est que le gouvernement faisait des Je choses crois à qu'Elon l'interne. Musk, je crois qu'Elon Musk avait fait la même chose là, avec SpaceX. Donc, c'est quelque chose d'un peu Ah, c'est d'une possible. pratique récurrente. C'est que le gouvernement faisait à l'interne des choses qu'une compagnie privée pouvait faire. Donc, ils sont allés en cours, ils ont dit, nous autres, on est capable de le faire. Donc, ils ont gagné leur cause, puis ils sont rentrés dans le militaire avec ça. Et puis, c'est ça. Puis après ça, ben, par la suite, la compagnie, elle a commencé avec des clients dans le commercial. Puis là, ben, dans le commercial, ben, ça rouvre la porte là, à une multitude de compagnies, de clients. Et puis, en fin de compte, qu'est-ce qu'a fait la compagnie? C'est que, euh, si on va, mettons, dans le détail, c'est que dans le militaire, c'est Gotham, puis dans le commercial, c'est Foundry. Et puis, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça prend les données d'une entreprise, d'une organisation, et puis ça, ça caractérise chacune de ces données-là. Et puis, ils ont une ontologie qui appelle, qui vient comme tout venir fusionner ça ensemble pour être capable d'avoir accès à toutes les données. Par exemple, une compagnie qui opère dans plusieurs pays, avec plusieurs ERP, ben, ils sont capables d'interconnecter toutes les données ensemble et d'avoir accès à ça. Puis dans le passé, ben, il y avait des programmeurs qui faisaient des interfaces ou des outils pour être capables de travailler avec ces données-là. Et puis maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? C'est en 2022, en mai 2022, ils ont lancé AIP. Puis AIP, c'est quoi? Ben, c'est comme une couche par-dessus ça, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour faire à peu près n'importe quoi avec ces données-là. Donc, l'ontologie, c'est comme toutes les données d'une organisation, toutes les données qu'elle peut avoir accès, bien structurées. Puis après ça, ben, AIP, c'est un logiciel AI qui permet de pouvoir faire absolument n'importe quoi. Mettons, si je vais dans le domaine de la santé, par exemple, en Angleterre, ben, imagine que tu as un hôpital, puis tu as accès à toutes les ressources. Tu connais toutes les ressources matérielles, monétaires, les ressources humaines. Et puis là, il y a un problème qui survient. Ben, par exemple, ça peut être aussi niaiseux qu'une infirmière qui ne peut pas rentrer travailler un matin. Ben là, le logiciel, au lieu que la personne allait dans Excel puis qu'elle essaie de voir qu'est-ce qu'elle peut faire,
ben là, le logiciel va réallouer les ressources aux bonnes places pour optimiser l'organisation. Puis ça, ben, ça se fait dans tous les secteurs. Puis est-ce qu'elle fait ça automatiquement ou elle le fait de la même manière que le ferait, par exemple, un consultant auprès du gestionnaire? Ben, automatiquement, Ben, automatiquement, c'est que c'est-à-dire, est-ce maintenant, que il y a beaucoup moins de, parce il y qu'avec a beaucoup moins de, l'AI est capable de prendre des décisions et par exemple, si on décide de, par exemple, je sais pas, dans un hôpital, on a besoin, bon, de la récurrence, de rachat de tel médicament pour faire en sorte que nous ayons toujours le même stock disponible pour le roulement de l'hôpital, par exemple. Est-ce qu'un hôpital peut décider d'utiliser Palantir et de faire en sorte qu'il soit sur un pilote automatique au sens où dès il manque de tel médicament ou la commande est faite automatiquement, ou est-ce qu'il y a toujours un gestionnaire derrière non, qui, non, d'une ben, certaine façon, a en appris à gros, c'est que, utiliser le logiciel de Palantir? en gros, c'est que le logiciel, ben, le client, l'utilisateur qui implante ça dans son organisation, il a le choix. Puis, en réalité, il donne les droits d'accès ou il donne les droits au logiciel à faire qu'est-ce qu'il veut. Donc, il y a tout le temps, il y a un être humain qui est impliqué, mais les opérations qui ne demandent pas d'humain, ben, ils peuvent se faire tout seuls. Comme par exemple, si c'est juste de faire un approvisionnement, ben, le logiciel, il peut faire la commande. Mais s'il y a des choses qui demandent d'avoir un humain, ben, l'humain, ils vont interagir. Donc, finalement, c'est le client qui demande, qui a le choix là, de rester un peu en contrôle. Mais finalement, d'une certaine façon, Palantir, ça devient un peu comme Word ou Microsoft Office, c'est-à-dire que c'est une gamme de logiciels qui permet d'effectuer des tâches. Simplement, Palantir rend un service conseil automatisé dans lequel les données d'une entreprise, d'une organisation quelconque peuvent être, entre guillemets, digérées pour pouvoir donner le meilleur conseil pour les différentes décisions qui doivent être prises au jour le jour par n'importe quelle organisation. C'est ça. Puis la puissance de Palantir, c'est justement sa capacité non seulement à limiter le nombre de personnes impliquées, donc il y a et l'efficacité des conseils qui sont donnés qui permettent une croissance, disons, du jamais vu, là, finalement. Donc, Ouais, c'est ça. ils deviennent, pour une entreprise ou une organisation qui utilisent Palantir, ils deviennent d'une certaine façon, ils sont appelés à devenir les plus efficaces et donc d'être les meilleurs finalement. Donc, d'où un peu la popularité du logiciel, puisqu'il s'est répandu très, très rapidement. Bon, on a vu justement, plus rapidement encore depuis l'arrivée bon, de l'administration Trump. Mais là, il faut voir un peu parce que là, il y a des questions d'adaptabilité de Palantir par rapport au gouvernement, au commercial et tout ça. Mais à tous les jours, si on vous suit sur X, par exemple, Étienne Breton, on se rend compte à quel point Palantir est, entre guillemets, en partenariat avec de nouvelles entreprises et de nouvelles organisations au jour le jour, que ce soit des gouvernements, que ce soit des entreprises, organisations, notamment plus récemment, la semaine dernière, il y a eu Polymarket et c'est un peu un retour aux sources pour Palantir, comme vous l'avez dit, dans la détection de la fraude. Polymarket qui va utiliser éventuellement Palantir pour faire en sorte qu'il y ait moins ou pas de fraude du tout sur sa plateforme. Donc, on voit à quel point il y a tout le monde est en train toutes les organisations qui croient en elles, spécialement aux États-Unis, sont en train d'adopter Ben, en gros, Palantir, c'est bien ça? en gros, l'entreprise, elle développe des use cases avec des clients. Puis après ça, ce qui peut être récupéré est rendu disponible pour d'autres entreprises. Donc, au début, quand l'entreprise est rentrée en bourse, là, vers 2000-2001, 2021, 2020-2021, ben, elle a investi dans des compagnies, puis ça a fait un peu un scandale parce que c'était des compagnies. Plusieurs compagnies ont fait faillite là-dedans, mais l'affaire, c'est que ils sont allés chercher des expertises dans plein de secteurs d'activité. Fait ils ont comme développé des use cases. Puis après ça, ils peuvent les mettre disponibles pour toute une industrie. Donc, puis l'intelligence artificielle permet que la quantité de travail qui doit être fait par un programmeur rapetisse de jour en jour. Donc l'implantation du logiciel se simplifie
à une vitesse fulgurante. Je ne suis pas un programmeur, je ne connais pas le logiciel, mais c'est que ça. Au début, c'était tout fait par des programmeurs, puis maintenant, ben, c'est beaucoup plus simple à intégrer. On dirait que le logiciel, d'une certaine façon, a été déjà développé. Et là, maintenant, c'est qu'on ajoute des fonctionnalités. Ça fait penser un peu, corrigerez si je me trompe dans mon image, mais Anthropic, par exemple, on peut lui faire apprendre rapidement des skills qui sont disponibles. Même OpenClaw aussi, dans un autre ordre, parce que c'est de l'intelligence artificielle au sens strict, tandis que Palantir, c'est autre chose. Mais OpenClaw, on peut lui installer des compétences. Donc, est-ce que Palantir, justement, dans son, comment on pourrait dire, dans son histoire, et dans son expérience qu'elle a pu accumuler, développe d'une certaine façon des intra-logiciels, des Palantir à l'intérieur même de Palantir ou des compétences à l'intérieur même de l'univers Palantir qui permet de s'appliquer à de plus en plus d'organisations, c'est ça? C'est ça, c'est clair. C'est clair, puis aussi, par exemple, là, le gouvernement américain, ils ont banni Claude. Ils ont banni Claude du logiciel. Mais l'affaire qui est spéciale là-dedans, c'est que Palantir est comme agnostique à quel LLM qui est utilisé. Donc, c'est sûr que ça demande c'est un gros changement, mais dans le logiciel, tu choisis est-ce que tu veux travailler avec ChatGPT, avec Claude. Donc, le LLM, c'est un outil que le logiciel va aller chercher pour prendre l'intelligence artificielle puis d'opérer avec. Donc, ce n'est pas une intelligence artificielle comme telle, c'est vraiment un logiciel qui permet éventuellement d'intégrer les différentes intelligences artificielles qui existent. Donc, par exemple, on pourrait penser que le gouvernement américain ayant exclu Claude, Palantir n'utilisera pas Claude, va utiliser un autre, peut-être ChatGPT ou Grok, qui sait. Et tandis que dans un hôpital au Wisconsin, utilisant Palantir, lui pourra utiliser Claude finalement. Et donc, il peut parler tous les langages, les large language models. Ouais, c'est ça. Mais ça ne veut pas dire que ça se fait juste en cliquant, là, mais c'est possible de faire tout ça. Puis, il y a aussi l'aspect de sécurité. Palantir, ils ont l'accréditation pour les affaires secrètes américaines, le militaire, la CIA, ces choses-là. Puis, ils ont un niveau de certification qui est... il y a juste 3 compagnies qui ont cette certification-là. Puis, de mémoire, je peux me tromper, là, il y a Amazon puis Microsoft qui ont cette accréditation-là. Puis Palantir, par leur plateforme, ils peuvent faire rentrer des compagnies qui ont développé des logiciels pour qu'ils puissent soumissionner sur des jobs au gouvernement américain, mais en passant par la plateforme de Palantir, par leur accréditation. Donc, c'est vraiment une structure. Parce que Palantir elle-même, lorsqu'elle utilise les données, par exemple, le gouvernement américain ou peut-être le gouvernement du Québec, qui sait un jour, il y a toutes les données, par exemple, de la sécurité sociale ou des données qui sont utilisées par Palantir pour éventuellement conseiller à prendre des décisions. Ces données-là ne sont pas stockées par Palantir quelque part, là. Donc, c'est vraiment c'est de la même manière que vous écrivez sur votre Microsoft Word un texte, le Word n'est pas en train d'enregistrer au jour le jour l'ensemble des notes que vous êtes en train de prendre sur votre plateforme. Palantir, c'est l'outil. Puis les données, ils peuvent être chez AWS, ils peuvent être n'importe où, mais Palantir ne stocke pas des données. Puis les droits d'accès, ben, c'est le client qui décide c'est qui a accès à quelle information. Oui, puis je pense que dans certaines entrevues, Alex Karp, là, le PDG, a mentionné qu'il y a beaucoup d'opérations dans lesquelles Palantir est utilisé dont il n'a même pas connaissance, à tout le moins des détails. Il signe le contrat au départ, mais après, les détails, il ne les connaît pas parce que justement, il ne veut pas les connaître pour être le plus... justement, ne pas lui-même, par sa propre mémoire, pourrait accumuler des données ou des renseignements et il refuse de le faire, ce qui lui donne une liberté aussi d'agir, on comprend. Parlez-nous justement de ce personnage d'Alex Karp, un peu, qui a une philosophie. C'est un philosophe qui a étudié
bon, il y a quelques semaines, le philosophe Jürgen Habermas est décédé. Bon, il avait entretenu une certaine relation professeur avec de professeur A avec lui, même si Habermas avait refusé de le suivre dans son doctorat pour des raisons aussi de capacité à parler allemand au début au début de ses études. Alex Karp a écrit un texte justement sur le décès d'Habermas et il raconte son histoire avec lui. Donc, c'est un philosophe. Donc, c'est assez intéressant. Donc, un philosophe qui a une pensée qu'on retrouve déployée notamment dans le livre The Technological Republic, Hard Work, Soft Belief and the Future of the West, coécrit avec Nicolas W. Zamiska. Et il présente un peu sa vision entrepreneuriale qu'il a inculquée à Palantir. Et donc, on n'a pas affaire à une entreprise, disons, traditionnelle, au sens où une entreprise qui décide de se mettre au service de ses clients en offrant un produit, mais en étant d'une certaine façon un peu neutre, sans parti pris, sans vision personnelle à l'entreprise elle-même. Vous avez mentionné notamment Amazon qui peuvent vendre à tout le monde, à gauche, à droite, partout dans le monde. Tandis que Palantir, non. Ils ont une philosophie, même une philosophie politique au sens où ils sont pro-américains, ils voient l'exceptionnalisme américain, ils décident de se mettre au service de cet exceptionnalisme américain et de ses alliés et de se mettre au service même, on pourrait dire, dans le domaine militaire et ne pas se cacher non plus. On ne verra pas ça de Lockheed Martin, par exemple, où est-ce qu'il un PDG de Lockheed Martin disant qu'il faut rendre nos ennemis inopérants et tout ça. Donc, on n'est pas dans ce monde-là. On est vraiment dans une entreprise qui a un parti pris politique et philosophique pro-américain. Comment est-ce que et ça a une personnalité aussi sur les réseaux sociaux. Si vous pouviez nous présenter un peu Alex Karp et un peu comment cette vision-là est devenue populaire, parce que les entreprises étaient un peu frileuses à prendre des positions aussi drastiques. Il y a comme une nouvelle mode dans laquelle s'inscrit Alex Karp. Parlez-nous un peu de cette dimension-là de Palantir. Peter Thiel, il s'est toujours entouré de personnes très spéciales, mais des personnes compétentes. Il a parti plein d'entreprises, puis c'est ça, il s'est bien entouré. Puis Karp, il en fait partie d'une personne un peu excentrique. Puis qu'il a certaines valeurs, puis qu'il n'a pas peur d'en parler. Puis on dirait que quand il parle, ce qu'il dit, on dirait qu'il est toujours un pas en avant sur tout le monde quand il dit quelque chose. Il est au bout de sa chaise aussi, des fois. Là. Puis ils sont très exigeants envers leurs employés. Donc, ils vont chercher les meilleurs employés qu'il n'y a pas. Puis là, présentement, ils sont même capables d'utiliser le logiciel quand ils engagent quelqu'un pour que le logiciel leur dise c'est où que l'employé va aller dans l'entreprise. Ils sont capables de voir les skills de la personne, puis déjà la cadrer où qu'elle va aller dans l'entreprise. Donc, chaque personne est comme un petit peu unique. Palantir utilise Palantir, c'est ça? C'est ça. Puis c'est ça. Les employés qui sont dans cette compagnie-là, ils ont des super de conditions, sont tous riches, mais ils ont des conditions de travail extrêmes. Tu sais, c'est fou, là. C'est des semaines de fou, ils se déplacent. Donc, c'est vraiment pas... je réponds peut-être pas à ta question, là, mais c'est vraiment pas conventionnel là, comme approche. Là. Il souffre aussi de dyslexie. Là. Il en parle souvent ouvertement et comment c'est un avantage finalement. Donc, un peu comme Elon Musk, on assiste aussi à l'émergence de personnes divergentes. On appelle ça neurodivergents. Mais en même temps, ça a des qualités. Donc, comment est-ce que vous voyez un peu cette dimension-là là, publique de sa personnalité de PDG? Oui, c'est ça. Il a dit que les personnes qui vont bien s'en sortir de AI, il y a entre autres les neurodivergents. C'est des personnes qui voient le monde d'une façon différente. Puis en voyant le monde d'une façon différente, c'est la manière de faire quelque chose que les autres font pas. Puis de sortir Ils pensent en dehors de la boîte, comme on dit.
C'est ça. Mais ça peut avoir un avantage dans le monde qui s'en vient parce que justement, on avait l'impression que depuis, en tout cas, toute ma vie personnelle à moi, on m'a élevé dans un monde où est-ce que, ben, justement, pour être, entre guillemets, avoir du succès, être successful, il fallait, rentrer dans les rangs finalement. Donc, aller avoir les meilleures notes à l'école, aller chercher les meilleurs diplômes qui me permettaient de rentrer dans les meilleures entreprises, qui me permettaient, etc., etc. Donc, on avait un paradigme de conformité et de conformisme au niveau même de la société en général, au Québec, aux États-Unis, même le grand capital, les grandes entreprises étaient dans ce paradigme-là. Et là, on dirait que même Elon Musk il disait qu'il y avait trop de MBA aux États-Unis et tout ça. Donc, il y a un nouvel espace qui est en train d'émerger, selon vous, justement, pour sortir de son conformisme. Et c'est justement les profils particuliers, les gens qui ont étudié en théorie, en philosophie et qui se ramassent en cinéma dans son cas, lui, Alex Karp, qui étudie en philosophie en Allemagne, il se ramasse PDG d'une entreprise, une des plus grandes entreprises de la tech, une des plus grandes entreprises du monde aujourd'hui, sans savoir coder d'une certaine façon. Est-ce que c'est ça qu'on comprend aujourd'hui? Ben oui, c'est ça. Puis je verrais les neurodivergents, là, eux autres, là, si tu vas un peu plus loin, là, il y en a qui réussissent pas, puis que c'est l'échec de leur vie, puis qui finissent dans un hôpital psychiatrique, là. Tu sais, je veux dire, c'est que c'est des neurodivergents, mais qui ont réussi qui ont quand même réussi, puis qui ont une tête sur les épaules. Fait que eux autres, ils s'en sortent vraiment. Et ils s'en sortent, puis d'une certaine façon, la société d'aujourd'hui doit s'adapter justement. Donc, il faut avoir beaucoup plus d'espace de liberté pour assimiler finalement ceux qui sont dans leur domaine des génies. Donc, est-ce qu'il y a, par exemple, vous êtes québécois, est-ce que vous voyez peut-être dans nos sociétés occidentales une incapacité à intégrer ces génies-là finalement, ce qui nous empêche de progresser? Ben, je penserais pas. Ben, je penserais pas. Je pense Donc, on est ils vont capable se aujourd'hui, démarquer selon vous, parce que tout il y a va quelqu'un changer. de Tout va tellement neurodivergent, il peut changer. rentrer facilement. Tout va tellement changer avec l'intelligence artificielle là, que les gens qui vont plonger là-dedans puis qui vont être capables de voir des choses que les autres ne voient pas vont développer des affaires exceptionnelles. Donc, finalement, la société doit se mettre à l'écoute de ces gens-là pour pouvoir évoluer. Parlez-nous justement parce que on voit certaines critiques par rapport à Palantir. Bon, il y a les personnalités de Peter Thiel, par exemple, qui a aidé à la première élection de Donald Trump et tout ça. Bon, le grand capitaliste, etc. Bon, plutôt de droite, libertarien. Il y a disciple lui aussi d'un philosophe, René Girard, français, qui a enseigné à Stanford, très important dans son domaine. Donc, on voit à quel point il y a des critiques, oui, qui viennent du front politique, mais il y a aussi des critiques qui viennent du front, on pourrait dire, de la liberté, puisque il y a des renseignements personnels. Il y a toutes sortes de questions qui sont, disons, soulevées par ce genre d'entreprise-là. Sans rentrer dans les détails, parlez-nous un peu des critiques dont fait l'objet Palantir aujourd'hui. Ben, si je prends l'exemple, par exemple, en Angleterre, ils ont eu beaucoup de gens qui sont allés dans les rues parce que Palantir allait prendre leurs données personnelles, les données de leur santé, puis qu'elle allait prendre les données, puis qu'elle allait les donner aux Américains. Mais c'est parce que Palantir les a pas, les données. Palantir fournit une infrastructure, puis le client fait ce qu'il veut avec ses données. Donc, c'est rien d'important. C'est vraiment rien d'important pour moi, là. Puis en Angleterre, ben, c'est le premier ministre là-bas qui, je sais pas comment, mais il a vraiment cru en Palantir parce qu'il y avait énormément de monde qui était contre lui, puis il a poussé quand même. Il a donné un contrat d'environ 4 ou 500 millions américains à Palantir pour prendre l'entièreté du ministère de la Santé et puis de tout interconnecter ça. Ça veut dire, tu prends tous les hôpitaux, puis là, tu prends toutes les bases de données, tu les caractérises toutes,
Donc, tu connais toutes les ressources, tu as tout accès aux données au complet. C'est tout interconnecté ensemble dans une ontologie. Puis là, tu viens mettre par-dessus ça AIP pour pouvoir intervenir puis faire qu'est-ce que tu veux, puis optimiser l'utilisation des ressources. Fait que c'est extraordinaire qu'est-ce que ça fait, mais c'est parce que c'est vrai qu'à l'intérieur, il y a des données, mais ces données-là, c'est le client qui les a. Si les données vont à mauvaise place, c'est parce que le client va l'avoir fait. C'est comme un fichier Excel, c'est-à-dire que Microsoft, entre guillemets, il fournit le logiciel Excel ou Word, comme je disais tout à l'heure, mais toutes les données mathématiques qui sont insérées dans le fichier Excel, Microsoft n'est pas en train de garder ça quelque part dans sa cave de C'est la serveur. même chose. C'est ça, Donc, c'est ça, les c'est clients. une subtilité à comprendre, mais on peut comprendre aussi justement que c'est une subtilité, donc peut-être difficile à comprendre. Donc, disons, ceux qui sont contre par le volet politique veulent utiliser cette critique-là. Donc, on voit, où en est Palantir. Vous, Étienne Breton, comme je vous disais avant cette entrevue, je vous ai aperçu la première fois dans un article de MarketWatch où est-ce qu'on vous présentait comme un fan particulièrement, oui, de l'entreprise, mais aussi de l'action, parce que vous l'avez mentionné aussi, c'est une entreprise cotée en bourse, c'est une entreprise publique. Parlez-nous un peu de l'évolution de l'action, parce que de l'action de Palantir que vous suivez au jour le jour. Ben, je peux peut-être parler un petit peu de mon histoire. Moi, je suis arrivé en bourse à peu près en 2020-2021 dans ce coin-là, parce que j'ai comme quitté la bourse pendant 20 ans parce que je m'étais pété la gueule avec le 11 septembre. Puis, moi, ce que je voulais faire avec ça, c'est Péter que la je voulais gueule, vous identifier. voulez dire, par 11 septembre, vous voulez dire, vous pétez la gueule à la bourse, c'est-à-dire que vous aviez vécu Ah, une ok, mauvaise excusez. expérience C'est boursière. que C'est qu'avec le 11 septembre 2001, ben, j'étais à l'université, j'avais de l'argent un peu en bourse, j'ai perdu, puis là, j'ai tout fermé ça, puis j'ai laissé ça aller pendant 20 ans, puis On 20 ans comprend, plus on tard, ben, comprend. je suis revenu. Puis là, ben, mon idée là-dedans, c'était d'être capable J'ai jamais eu mon entreprise à moi, puis je voyais ça comme un peu un échec, puis j'ai dit, je veux trouver mon entreprise. Et puis là, ben, moi, je me suis mis à écouter des vidéos YouTube sur les compagnies technologiques. Puis là, à un moment donné, j'ai lu un livre. J'ai lu Zero to One de Peter Thiel. Ça, dans ce livre-là, il dit comment faire pour investir dans une compagnie exceptionnelle. Puis, il y a 6 ou Comment 7 créer un critères. monopole? Ouais, Ce il qui y a est 6 ou intéressant 7 dans ce livre-là, critères. c'est justement, c'est un capitaliste qui cherche des entreprises pour créer des monopoles. Donc, C'est finalement, ça. un capitaliste qui est contre le capitalisme, finalement. Mais En je tout vous cas, laisse aller. mais tu sais, c'est que en réalité, l'entreprise, il faut qu'elle ait un produit ou un service qui est 10 fois meilleur que ce qui se fait sur le marché. Il faut que, il faut que qu'il y ait un Aucune monopole, en compétition. fin de compte. Puis faut qu'il y ait une bonne équipe de gestionnaires et puis que ça arrive dans le bon timing dans le marché. Puis là, je sais, c'est sûr que ce livre-là, il a été écrit par Peter Thiel, mais là, j'ai écouté des vidéos, puis là, euh, je me suis rendu compte que Palantir a rentré exactement dans ces critères-là. Puis là, ben, donc, Palantir est arrivé en bourse en 2020. Elle a monté de 10 à 35 environ. Puis Parce qu'elle là, avait, c'est une entreprise qui avait à peu près 20 ans, je crois, avant de rentrer en bourse, là. ouais, c'est en 2004, mais dans ce coin-là que ça a commencé. Et puis après ça, le titre, à l'automne 2021, le titre s'est mis à chuter. Puis moi, quand le titre est arrivé à 10 donc qui est arrivé au montant quand ils sont arrivés en bourse, là, je me suis mis à acheter. Puis là, ça s'est mis à descendre. Puis quand ça s'est mis à descendre plus, ben, je me suis mis à acheter plus. Puis à un moment donné, ça a baissé un petit peu en bas de 6 dollars. Puis après ça, en 2023, en mois de mai 2023, c'est là qu'ils ont lancé AIP. C'est là qu'ils ont vraiment mis la plateforme avec l'intelligence artificielle par-dessus ça. Puis là, ça l'a fait wow! C'était déjà extraordinaire. Puis là, on vient mettre l'intelligence artificielle par-dessus ça pour faire comme un effet de levier. Puis là, c'est là que l'action, au mois de mai 2023, il y a eu comme un élément déclencheur. Puis après ça, ben, le titre a toujours continué
bien aller. Puis moi, à travers ça, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai appris les options boursières. Donc, je me suis mis à jouer avec les options. Puis, euh, donc, j'ai acheté des actions sur marge pour vendre des options sur le dos de mes actions. Mais Puis, je vous arrête tout de suite, Étienne Breton. Pas besoin ouais, de nous révéler vos secrets financiers. Ce qu'on veut savoir, c'est un peu votre. Parce que vous commentez, là, si on vous suit sur X, vous commentez à tous les jours. Donc, il y a un aspect un peu de fan. Comment vous expliquez ça un peu? Là? Bon, outre l'explosion boursière, on peut comprendre l'enthousiasme généré à ce niveau-là, mais ben, votre enthousiasme précédait l'explosion boursière. Donc, bon, comment est-ce que vous expliquez, parlez-nous un peu de c'est, votre démarche ben, qu'est-ce que c'est justement un fan d'une action et tout ça? Puis parlez-nous au jour le jour, là, comment est-ce que vous commentez un peu mais je peux l'actualité peut-être dire, liée particulièrement à Palantir? je peux peut-être dire pourquoi que les retail investors sont arrivés avant les gros. Il y a eu un phénomène spécial. C'est parce que Palantir, ils ont fait un DPO au lieu de IPO. Ça veut dire qu'ils se sont occupés eux autres mêmes de leur entrée en bourse au lieu de faire affaire avec des grosses institutions, que eux autres, ils chargent des gros honoraires, puis qu'après ça, ils parlent en bien de la compagnie. Donc, toutes les grosses institutions parlaient en mal de la compagnie. Parce que, fait que là, Palantir s'est fait bouder. Sauf que les retail investors, donc les YouTubers, puis des gens sur X, eux autres, il y a des personnes qui ils ont vu qu'il y avait quelque chose d'exceptionnel là. Puis là, ben, on s'est tous mis à communiquer, puis ça a fait un engouement. Donc, on comprend aussi un peu l'attachement que le PDG, là, Alex Karp, a pour ce que vous appelez les retail investors, mais on pourrait dire les investisseurs autonomes, c'est-à-dire monsieur et madame tout le monde qui peut lui-même, avec son compte chez Disney, par exemple, acheter des actions de n'importe quelle entreprise cotée. Et on voit, par exemple, dans ce qu'on appelle les earnings calls et tout ça, il y a toujours un mot spécial pour les investisseurs autonomes qui sont un peu on pourrait dire ceux qui ont cru les Moi, j'ai premiers moi, dans ce. j'ai vu des YouTubers, là, j'ai vu deux YouTubers qui ont commencé à être sur YouTube dans les débuts de Palantir. Donc, ils n'étaient pas connus du tout, là. Donc, Amit, il y a un gars qui s'appelle Amit, puis lui, il était aucunement connu. Puis maintenant, au Earnings Call, ben, il fait Il des pose sa entrevues. question. Il fait Ouais. des entrevues avec les clients de Palantir, puis avec le CEO. Donc, c'est spécial. Donc, on voit que c'est une entreprise qui est près de sa base, comme on dit. Qu'est-ce qui est à venir? Là? Bon, peut-être plus près de nous. Vous avez mentionné l'armée américaine et tout ça. Là, il y a des discussions qui viennent de, par exemple, le Pentagone fait de Palantir un peu sa plateforme de base avec dans laquelle elle va l'utiliser à peu près dans toutes les opérations du Pentagone. Qu'est-ce que ça veut dire? On parle aussi du Golden Dome, où est-ce que, bon, encore là, Palantir, etc. Les armées canadiennes, bon, le UK, bon, on dirait que, est-ce que selon vous, par exemple, les États-Unis euh, font la promotion, le gouvernement américain fait la promotion à l'interne, mais aussi à l'externe du logiciel Palantir? Parlez-nous un peu de l'actualité là, à ce niveau-là, parce que ça avance au jour le jour. Bah, faire la promotion, pas vraiment. Ben, c'est que Palantir, sont tellement Par en exemple, on a demande. vu, je vous donne un exemple pour expliquer le mot promotion, c'est-à-dire qu'on a vu, par exemple, il y a quelques semaines, dans la visite de la première ministre japonaise, on a vu Alex Karp au premier rang de la réception où est-ce que Donald Trump était là. Donc, on a l'impression qu'il y a, le Palantir devient un peu le logiciel par lequel le gouvernement américain, disons, garde une certaine, pas contrôle, ça serait exagéré, mais une certaine influence sur les alliés, finalement. Ben, influence sur les alliés. Tout- toutes les alliés des États-Unis ont accès au logiciel de Palantir. Les Chinois et les Russes ne peuvent pas utiliser Palantir, mais tous les alliés peuvent utiliser Palantir. Et, et puis, Palantir sont tellement en demande qu'ils choisissent leurs clients. Donc, ils choisissent leurs clients pour aller dans différents secteurs puis que ce soit des succès. Donc par exemple, chez nous, dans la santé, ben, ils ont pas encore vraiment percé dans la santé, mais un jour, ça va probablement arriver.
mais on ne devait pas être des clients assez gros probablement pour être intéressant pour eux autres. Mais tu sais, je suis pas mal certain que l'entreprise, le logiciel va s'étendre comme une traînée de poudre là, dans toutes ces organisations-là. Donc, et c'est ce que le gouvernement américain fait déjà finalement, là. C'est ça qu'on comprend aussi de l'adoption par le Pentagone de Ouais, Palantir comme plateforme c'est ça. presque OS, là. Mais les plateformes, là, Maven, c'était un projet pilote de l'armée américaine. Et puis, ça a duré pendant quelques années. Puis là, la semaine dernière, ben, ils ont annoncé que c'était plus un projet pilote, que ça devenait comme la base de l'infrastructure de leurs militaires. Fait que c'est ça. Fait que là, ça va être étendu vraiment à la grandeur du militaire aux États-Unis, là. Et quand on parle, quand on voit que Trump demande à ses alliés de l'OTAN d'augmenter, par exemple, leurs dépenses militaires aux 5 ce qui a demandé, par exemple, à Mark Carney au Canada, qui a accepté, etc. Est-ce qu'on peut penser que dans cette demande-là, est-ce que l'OTAN va éventuellement, et c'est déjà le cas au UK, comme vous l'avez dit, est-ce que Palantir va devenir un peu le OS de tous les alliés de l'OTAN, selon vous? Est-ce que Ouais, c'est quelque chose qui pourrait arriver? c'est parce que l'OTAN est déjà avec Palantir. L'OTAN est déjà avec Palantir, puis ça va même être possible d'interconnecter des partenaires ou des alliés. Donc, Palantir gère les données, l'accès des données pour être capable de faire communiquer les données entre différentes organisations. Donc, ça va être même possible de partager de l'information entre ces pays-là. Très bien. Puis est-ce qu'on peut penser au Québec, bon, vous êtes québécois, est-ce que vous pensez, quels sont les freins justement pour l'adoption Palantir justement dans un système de santé? Est-ce que c'est, entre guillemets, les gens, les hauts fonctionnaires et les qui n'auraient plus d'emploi si c'était adopté? Quelles sont les grandes réticences selon vous? Ou est-ce que c'est simplement que le système de santé, par exemple, québécois est trop petit et que ça intéresse même pas Palantir d'être notre logiciel, entre guillemets? Je pense pas que c'est une question de grosseur, parce que je suis à peu près certain qu'il y a des gens au ministère de la Santé puis dans d'autres ministères qui doivent déjà être en train de travailler sur ça. Mais qu'est-ce qui peut arriver? C'est comme qu'est-ce qui est arrivé ou qu'est-ce qui arrive en Angleterre, que les gens vont sortir dans la rue puis qu'ils vont se mettre à dire que Palantir va prendre nos données puis il va aller les donner aux Américains. C'est plus ça que j'ai peur qui va arriver au Québec. Et qui pourrait être un frein justement à l'adoption. Mais est-ce que Ouais. c'est quelque chose qui C'est très va nous éventuellement la non-adoption de Palantir serait tellement coûteuse finalement et mettrait le système de santé tellement en arrière par rapport à tous ceux qui l'adoptent que ça deviendrait un risque plus grand justement que cette impopularité politique? ah, Faut voir les C'est les politiciens. deux. C'est les deux, mais c'est parce que ça revient tout aux politiques. Ça revient tout le temps aux politiques parce que pour être capable d'investir de l'argent là-dedans, ben, ça prend la volonté politique. Puis pour être capable de faire face aux personnes qui vont s'y opposer, ben, ça prend une force politique. Puis ça se pourrait qu'on n'ait pas cette force politique-là. Dernière question, peut-être de la politique fiction, justement. Est-ce que c'est possible pour un parti politique d'utiliser Palantir pour gagner des élections ou se faire conseiller avec un algorithme le plus puissant du monde, Oh selon boy. vous? Oh boy. Euh, Parce qu'on a vu, par les- exemple, justement, il y avait Analytica, bon, le nom m'échappe, là, qui avait aidé justement à l'élection de Donald Trump à l'époque, la première élection. les- Donc, disons, et Facebook, etc., et X qui avait bon, enlevé la plateforme, ou disons, enlevé la possibilité de Donald Trump dans la deuxième élection. Donc, on voit à quel point les plateformes et ces grands logiciels-là peuvent être utilisés dans le domaine politique. Est-ce que Palantir peut avoir ce genre d'utilisation? Regarde, je suis pas. C'est sûr que je ne suis pas un expert dans tous les domaines, mais je pense que ça serait difficile parce que c'est pas simple. C'est pas simple parce que il y a beaucoup de choses que c'est subjectif, là. C'est pas pareil comme dans une guerre
où tu vois des ennemis, tu vois par satellite, tu as des faits, tu as des informations. La politique, je pense que ce serait plus compliqué. On parle justement, vous avez mentionné la guerre, on parlait en Ukraine, disons, la surprise, disons, à la fois du côté de Poutine, mais du monde entier, c'était de voir la résistance qu'a pu donner les Ukrainiens face à l'ennemi russe, qui était en théorie beaucoup plus puissant. Est-ce que Palantir a eu un rôle à jouer là-dedans, dans cette résistance très efficace des Ukrainiens contre les Russes? Ou on Pour, peut, pour, on peut pour, spéculer, de tout le moins? pour répondre à la question, dans mon bureau, à la maison, j'ai la revue du Time. Je me rappelle pas de, de quel mois, là, mais justement sur le sujet, que je l'ai encadré. Parce que c'est la première fois que Palantir a vraiment embarqué dans des opérations militaires, puis qu'une guerre a vraiment été comme drivée par l'intelligence artificielle. Donc, ils ont eu un impact à ce niveau-là. Est-ce que c'est, bon, les rumeurs aussi qu'on entend que c'est eux qui auraient trouvé Ben Laden, est-ce que c'est crédible, là, ces rumeurs-là? Même s'il n'y aura jamais de Ben, confirmation comme secret, je là? pense que c'est pas une rumeur, je pense que c'est vrai, là. C'est ça, dans le fond, parce qu'on a vu, par exemple, un autre Joe Lonsdale, qui est un autre de cette mafia PayPal, comme vous avez mentionné au Ouais. départ, qui a mentionné, ou même si ils ne peuvent pas infirmer ou confirmer cette nouvelle-là, parce que justement, c'est du top secret, mais donc, il avait répondu, je crois, même si c'était vrai, je ne pourrais pas vous le dire, là, finalement. Donc, Ouais. on essaie de comprendre entre les lignes ce qu'on peut comprendre. Étienne Breton, très bien. Je dis à nos auditeurs qui peuvent vous suivre. Comment est-ce qu'on peut vous suivre sur X? Ben, c'est Étienne Breton sur mon compte X. Hmm. Puis à quoi on peut s'attendre? Des annonces de partenariat de Palantir avec différentes entreprises et même vos commentaires un peu sur l'actualité. On sait que Michael Burry a eu une position short récemment, donc vous commentez ça, disons, de manière très, très précise. Ouais, ben c'est le fun. C'est le fun parce que lui arrive, puis il mise de l'argent, puis c'est une personne connue, puis là, les shorts le suivent, puis ça a vraiment un impact sur le titre. Puis moi, ben, en tant que ben, investisseur, mais que j'avais des contrats d'options, fait que j'ai fermé des positions, puis ça m'a permis d'accumuler plus d'actions, donc j'ai gagné avec ça. Mhm. J'ai ben, j'ai gagné avec ça, donc Parce que vous êtes c'est très lui. ouvert hein, sur les réseaux, vous partagez vous-même, c'est-à-dire quand le titre baisse, vous dites j'en achète plus et tout ça. Donc, vous êtes vraiment très, très impliqué à la première personne là, dans ce télérama de l'action de Palantir. Ouais, c'est ça. Ben, c'est assez important pour moi, là. C'est comme un point, c'est chaud. C'est important dans ma vie. C'est important, puis c'est disons, un aspect positif de votre retour à la bourse qui a eu lieu il y a 20 ans. Et peut-être on invite aussi nos auditeurs à s'informer et à devenir éventuellement des investisseurs autonomes et à faire leurs recherches. Rien de ce qui a été dit dans ce podcast est une recommandation d'achat, bien sûr. On le dit explicitement. Mais l'investissement autonome, c'est quelque chose que vous encouragez. Ben, c'est clair. C'est terrible comment que je trouve que les Québécois il leur manque des connaissances par rapport aux finances puis à la bourse, là, c'est fou. Mhm. Je trouve que on devrait apprendre ça à l'école. Qu'est-ce qui explique ça, justement, cette, on pourrait dire, timidité des Québécois par rapport à l'investissement autonome? Ben, premièrement, c'est tabou. Ça me donne l'impression, moi, que on dirait que ça vient de très loin, là, que c'est Est-ce que comme. c'est l'argent qui est tabou, puis c'est une forme de... Ouais, c'est ça que je veux dire. L'argent est tabou, mais c'est parce que si on s'occupe pas de nos affaires, on se fait manger la laine sur le dos. Très bien. Alors, Étienne Breton, je rappelle que vous êtes un investisseur fan de l'entreprise Palantir. Ils avaient pu nous expliquer un peu de quoi il s'agit. Et vraiment, c'est quelque chose qui est à suivre sur les réseaux parce que c'est quelque chose que vous ne le vouliez ou pas, va éventuellement être dans votre vie, vu l'importance que prend les entreprises informatiques et de logiciels et de l'intelligence artificielle dans nos vies. Et
c'est ce à quoi c'est appelé à être. Alors, Étienne Breton, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Salut, merci. Voilà, c'est tout pour le balado de cette semaine. J'aimerais attirer votre attention sur la conférence intitulée Le déclin comme opportunité qui aura lieu le mercredi 29 avril à 19h à la scène Le Bourgneuf à Québec où seront réunis François Fournier, Joe Aubé, Jérôme Langer-Gravel et deux invités de la France, GG et Science, de leur pseudonyme. Événement commandité par Bull Bitcoin en collaboration avec Libre Média. Les billets sont disponibles sur le site web de Libre Média ou libretransvisionmedia.com. Une conférence très intéressante qui portera sur les thèmes de la résilience, de la souveraineté individuelle, du business et de l'hygiène numérique. Alors, un rendez-vous à ne pas manquer. Au libretransvisionmedia.com, vous êtes également invité à vous abonner pour la modique somme de 4 $ par mois, ce qui vous donne, entre autres choses, un accès illimité à tous nos contenus. Vous êtes également invité à nous suivre sur X, TikTok ou si vous êtes à l'extérieur du Canada, ce pays libre et démocratique, vous pouvez nous rejoindre par l'ensemble des plateformes du groupe Meta. À vous tous et toutes, merci d'avoir été des nôtres et revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode du Libre Podcast.